Madame la Ministre. Bonjour. Voilà, nous nous trouvons à Lima à l'occasion de la COP20, une réunion particulièrement importante pour la définition d'un nouveau régime climatique. Et nous aimerions avoir pour la francophonie, pour l'Institut de la francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie, nous aimerions avoir votre analyse, votre espoir par rapport à cette conférence, en particulier sachant que le Maroc va accueillir pas la prochaine mais celle d'après, la conférence, la COP22, qui se déroulera chez vous, et que nous sommes à un instant particulier, juste au préambule de la COP21, qui doit avoir cet accord international que nous attendons tous pour cet engagement climatique sur un nouveau régime à mettre en place. D'abord, merci de me convier à cette interview et je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter la francophonie de son accompagnement par rapport à des dossiers aussi importants pour l'humanité entière et à son énergie à défendre des causes qui nous touchent tous. Vous savez que quand on participe dans des réunions de changement climatique, et ceci est valable pour tous les pays, nos objectifs sont des objectifs nobles, des objectifs de lutter contre la pauvreté, de limiter les ségrégations sociales, d'améliorer les conditions de vie des populations. Et vous savez que les derniers rapports du GIEC ont montré que l'impact des changements climatiques est sans limite sur certains pays. Et moi je pense notamment à l'Afrique. Nous, le Maroc, comme vous le savez, s'inscrit dans le groupe G77 plus la Chine et dans le groupe africain. Et donc c'est vrai que l'objectif mondial est un objectif noble, est un objectif unique qui est défendu par tous les pays, mais les problématiques, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et donc nous, Africains, nous avons des problématiques qui sont différentes, nous avons des enjeux qui sont différents et nos besoins sont différents. Et donc automatiquement, les négociations peinent à sortir et à conforter l'ensemble des parties prenantes dans leur désirata. Et je pense qu'il est important en tant que pays africain que nous continuons à défendre les intérêts mondiaux, parce qu'il s'agit là de l'intérêt du monde entier, de se préserver contre les conséquences des changements climatiques. Je ne vais pas vous les répéter, nous les connaissons tous, des sécheresses récurrentes, des dégradations des sols, et il semblerait que 40% des sols à travers le monde sont dégradés et que l'essentiel de ce patrimoine dégradé, il se trouve en Afrique. Il semblerait également que l'Afrique subirait 150 fois plus d'effets et d'impacts climatiques que les autres pays. Et donc les conséquences sur l'insécurité alimentaire sont évidentes. Les conséquences sur la mortalité et la migration sont importantes. Et donc vous savez très bien comme moi qu'il y a eu une 50aine de millions de migrants qui ont quitté l'Afrique pour aller vers le nord, recherchant des terres plus fertiles et un environnement plus adéquat pour vivre, et donc recherchant de l'emploi. Donc on est en train de parler d'un phénomène qui touche aux droits humains les plus élémentaires. Il touche au droit à la santé, il touche au droit à l'école, il touche au droit au logement, au développement, c'est un droit. Et par conséquent, on est en train de parler d'un phénomène qui touche aussi la vie humaine. Donc il est important qu'on fasse le lien, et ce lien existe, il est fort, et on ne peut pas fermer les yeux pour dire ça n'arrive qu'aux autres. C'est vrai que les pays industrialisés connaissent moins les problèmes d'intempéries et les problèmes de sécheresse et de famine qui sont connus par certains de nos pays africains, mais ils connaissent également les problèmes d'impact des changements climatiques. Récemment, la France a connu des inondations qui ont coûté des vies à des personnes, qui ont rendu sans domicile fixe des milliers de personnes. Il y a une semaine, le Maroc a perdu une 50aine de personnes
personnes dans des inondations qui n'ont jamais été enregistrées depuis une centaine d'années au Maroc. Et on a perdu non seulement des vies humaines, on a perdu toute une infrastructure qui a coûté 20 ans de travail au Maroc. Et donc les conséquences des changements climatiques sont énormes, pèsent et va continuer à peser sur les budgets des États, quel que soit le budget, je dirais, la valeur monétaire n'est pas une valeur importante en soi, mais la valeur humaine et les vies humaines ne peuvent pas être comptabilisées ni remboursées. Et donc je pense que nous sommes aujourd'hui devant un dilemme, celui de prendre en considération les besoins de chacun des pays et d'arriver à un accord qui réponde et qui permette d'atteindre cet objectif noble dont on a parlé. Et il s'agit pour nous des mesures d'adaptation. Vous savez que le nouvel accord a parlé de la nécessité des contributions des pays, de tous les pays du monde, même ceux qui ne polluent pas, même ceux qui ne sont pas à l'origine de la dégradation actuelle du climat. Ça remet en cause la responsabilité historique de ces pays, mais n'empêche qu'au-dessus de qui est responsable, moi je dis qu'il est très important que nous contribuions. Je dis oui à la contribution, c'est important. Et d'ailleurs, tous les pays africains, tous les pays arabes sont en train de contribuer. Au Maroc, nous avons un autre actif, une politique climatique qui a commencé depuis les années 60, bien avant qu'on fasse de ce débat un débat mondial. Nous avons une politique qui a sécurisé l'eau potable, qui a permis l'autosuffisance alimentaire au Maroc à partir de l'emmagasinement de l'eau dans les barrages. Nous avons construit plus de 130 grands barrages au Maroc. Nous avons une politique agricole qui permet l'économie de l'eau et qui a permis de reconvertir tous les systèmes d'irrigation en goutte à goutte. Une politique énergétique qui est venue couronner les efforts marocains et qui est venue pour s'inscrire dans une trajectoire de durabilité en faisant en sorte que les énergies renouvelables occupent 42% ou participent à hauteur de 42% dans notre mix énergétique à l'horizon 2020. Nous avons récemment voté une loi cadre de développement durable qui impose à tous les secteurs, aussi bien privés que publics, d'intégrer la durabilité et les impératifs de changement climatique dans leur politique. Donc je dirais, je donne un exemple à travers le Maroc, mais je sais qu'aux Émirats les exemples sont multiples, qu'à travers l'Afrique les exemples sont multiples. Et donc nous, pays africains, croyons qu'il faut participer et nous sommes pour la participation. Mais il n'est pas question qu'on nous demande demain, avant l'accord de Paris, de venir avec des montages technico-financiers, de requêtes de financement qui vont aller au fond vert. La majorité des pays africains n'ont pas les capacités pour venir répondre dans ce délai à ce besoin. Et donc, tout simplement, on se sent impuissant ou alors on sent qu'il y a une volonté de nous rendre impuissants pour pouvoir bénéficier des fonds. Pour ce qui est de l'adaptation, on ne conçoit pas l'accord de Paris sans l'adaptation. Il s'agit pour nous d'abord de sécuriser la vie des Africains. Il s'agit pour nous de sécuriser l'alimentation des Africains. Il s'agit pour nous de sédentariser les Africains chez eux pour qu'ils puissent développer leur pays. Et donc on ne conçoit pas du tout l'accord de Paris sans une conciliation entre les mesures d'adaptation et les mesures d'atténuation. Merci pour ce beau panorama. Alors justement, je pense que vous avez mis le doigt sur plein de questions qui finalement m'amènent à la deuxième question. Je peux en avoir deux autres. La première est, parce que vous avez remis la question du climat au centre d'une démarche d'humanisme. Et je pense qu'effectivement, c'est très certainement une interrogation qui est malheureusement peu présente dans le texte qui est négocié actuellement, puisque les droits de l'homme font partie des quelques sujets qu'on met, mais qui ne sont peut-être pas encore tout à fait au centre du débat. Et justement, si on essaie de se remettre dans cette perspective, si vous aviez, j'ai envie de dire, un rêve, c'est cet espace justement qui est en train d'être négocié, ce futur collectif qu'on est en train d'écrire. Essayons de se projeter, parlez-nous de l'accord de Paris, qui
soit juste le début d'un après, et d'un après qui soit positif, pour qu'on puisse témoigner des possibles. Parce que je pense que cette contribution, justement, le Maroc va être juste le après Paris, et c'est vous qui allez être le premier finalement dans la mise en œuvre, si tout se passe bien. Comment vous verriez les choses? Est-ce que vous pensez que cet accord est atteignable, et est-ce qu'il peut être suffisamment élégant pour qu'à la fois les pays du Sud ils trouvent leur compte en termes de développement, c'est tout à fait légitime et naturel, comme vous l'avez justement dit, et aussi les pays du Nord, finalement, soient rappelés un peu à l'ordre, mais sur une base de bon sens, comme vous l'avez très justement dit, à savoir, c'est un intérêt partagé, tout en étant un intérêt humaniste. Un intérêt humaniste, je dirais oui, grandement, un grand oui, parce qu'on ne peut pas, à mon sens, séparer les conséquences des changements climatiques sur les droits humains les plus élémentaires. Quand vous remettez en cause les conditions sanitaires, regardez combien d'épidémies nous connaissons à travers le monde, et notamment en Afrique. Quand vous regardez les inondations qui ont saccagé des terres, la sécheresse qui a dégradé les terres, les problèmes de droit à l'alimentation, de droit à la vie, le droit au logement, ce sont les droits humains défendus par la Déclaration universelle et qui sont les droits les plus élémentaires. Aujourd'hui, il faudrait qu'on pense à une autre génération de droits. Ce sont la justice climatique. Il est important qu'il y ait une justice climatique parce que la justice climatique va donner les garanties du respect des droits humains. Je vous donne un exemple encore à partir du Maroc, celui que je connais le mieux. Le Maroc a connu pendant des décennies des migrations importantes du sud vers l'Europe. Le Maroc a été pendant très longtemps un pays de transit. Aujourd'hui, avec la croissance qui est enclenchée dans notre pays, le Maroc est devenu un pays de stabilisation et de sédentarisation. Et donc nous sommes confrontés à des flux migratoires importants qui viennent chercher refuge au Maroc. Ces flux migratoires, quand le Maroc a voulu les intégrer et régulariser leur situation, il l'a fait dans une approche de droits humains. Mais la réalité, ces migrants se retrouvent au Maroc parce qu'on a bafoué leurs droits à cause des conséquences des changements climatiques. Et donc je pense que les changements climatiques et les droits humains sont tout à fait interconnectés et il ne serait pas judicieux d'écarter cette justice climatique des négociations. Et quel fait le débat. D'ailleurs, j'interviens personnellement dans 2 jours avec le ministre du Pérou pour discuter justement de cette justice climatique. Maintenant, est-ce que l'accord de Paris sera un accord élégant, comme vous dites? Je pense qu'on n'a plus le choix. Il va falloir qu'on soit élégant et il va falloir qu'on défende les intérêts de tous. Quand on est en négociation, il faudrait qu'on fasse des négociations gagnant-gagnant. Et il est automatique et il est clair que, étant donné qu'on n'a pas les mêmes sous-objectifs, il y a un objectif ultime certes, mais on n'a pas les mêmes objectifs en Afrique qu'en Europe. Si vous allez dans un pays africain pauvre, et sachez que 40 pays des plus pauvres au monde, parmi les 50 pays les plus pauvres au monde, 40 sont en Afrique. Sachez que ces pays, ils ont une priorité, c'est celle d'avoir de l'eau, c'est celle d'avoir de la nourriture, c'est celle d'être logé correctement, c'est celle de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, c'est celle de pouvoir envoyer leurs enfants et leurs femmes à la santé. Et donc nos priorités ne sont pas les mêmes. C'est vrai, nous escomptons nous développer, mais c'est un processus et il faut qu'on le construise, mais avec les conséquences des changements climatiques, on ne donne aucune chance aux pays africains de pouvoir se défendre parce qu'on n'a pas les moyens de se défendre. Donc il n'est pas question de dire que quelqu'un est responsable, il y a eu des erreurs de choix de modèle de développement. C'est peut-être pas des erreurs, mais dans le temps, on voulait, l'objectif était de créer la richesse, parce que la richesse a mené l'ascension sociale, parce que la richesse permettait de développer la société. Aujourd'hui, on voit que les moyens technologiques qui ont été choisis et les révolutions industrielles
sont un facteur limitant au développement de ce monde. Peut-être qu'on ne le voit pas, mais moi je pense qu'on peut le ressentir très fort quand ça arrive chez nous. Et chez nous, au Maroc, c'est arrivé. On a perdu un grand politicien marocain, un député, un leader à cause d'un accident dans des inondations. On a perdu un grand homme également à cause des accidents, à cause des inondations. Nous avons perdu des vies humaines. Ça se passe chez nous, ça touche nos familles. Et donc on dit c'est pas juste, il faut un accord juste. Alors, merci beaucoup pour cette phrase. J'ai une dernière question qui est tout à fait importante. La petite interview là, que l'exercice auquel on se prête se fait sous couvert de la francophonie. La francophonie qui a quand même un rôle particulier dans cette instance de négociation et d'une manière générale dans la trajectoire de beaucoup de pays. Le Maroc, bien sûr, est un pays francophone. Quelle peut être, d'après vous, et quelle est déjà la contribution de la francophonie à cette transition vers une société différente dans cet espace de négociation, et quel pourrait être demain encore plus son mandat pour que ça marche encore plus et que ça soutienne cette transition des pays en développement dont vous parliez à juste titre, avec cet humanisme qui est tout à fait particulier? Moi, je pense que la francophonie joue un rôle important et aura un rôle de plus en plus important à jouer. Je sais que il y a beaucoup de pays francophones au niveau de l'Afrique et la francophonie peut être l'espace de dialogue de ces pays, peut être l'espace d'échange des bonnes pratiques, peut être l'espace de sensibilisation, peut être. Vous savez que dans un pays, il ne s'agit pas d'avoir la volonté de lutter contre les changements climatiques. Faut-il encore que le pays ait une politique climatique? Faut-il encore que les pays aient les capacités pour la préparer? Faut-il encore que le pays puisse avoir les capacités de réaliser les projets? Et donc je pense que la francophonie a de plus en plus un rôle important à jouer dans cet espace et un rôle important à jouer auprès des pays francophones africains. Alors, une dernière question. Le sommet de Dakar qui vient de se terminer a mis entre autres des questions qui sont tout à fait d'actualité aujourd'hui, comme les questions urbaines, comme les questions de l'énergie, au cœur des débats. Donc le sommet des chefs d'État a validé en fait cette espèce d'agenda positif. Bien évidemment, j'imagine qu'il rentre dans l'agenda aussi du Maroc en termes de vision sur cette prospective 2030, 2040, 2050. Vous savez, le moins difficile au niveau de ces négociations, c'est l'énergie. Parce que c'est le sujet qui a à l'unanimité l'adhésion de toutes les parties. Donc, vous savez qu'à travers le monde, pour les pays non pétroliers, la facture énergétique est trop lourde et donc il va falloir repenser le développement ou le modèle de développement industriel pour aller vers les énergies renouvelables. C'est le cas du Maroc qui payait une facture énergétique, qui importait 97% de son énergie et dont la facture énergétique était lourde. Et donc on s'est orienté vers les énergies renouvelables comme une alternative, comme une opportunité pour alléger les caisses de l'État et l'impact sur la caisse de l'État. Maintenant, au niveau des pays pétroliers, c'est le manque à gagner. Demain, il va falloir qu'ils investissent dans de l'énergie propre. Qu'est-ce qu'ils font de leur pétrole? Et donc, l'énergie est au centre des discussions et des négociations et je dirais mène un peu oriente un peu les débats sur les mesures d'atténuation. Maintenant, pour la ville et pour l'urbanisme, pour l'agriculture, il y a les forêts, les déchets également. Donc, il y a de nombreux sujets. Il y a, je crois, 7 secteurs d'activité qui sont retenus pour les débats et qui font qui sont actuellement discutés et négociés au niveau des différentes réunions. Madame la ministre, je vais vous remercier grandement. L'entretien a été un petit peu plus long que prévu, mais je pense que tous nos amis francophones qui vont écouter cette interview sur Médiaterre et sur les différents sites de la francophonie, d'Énergie 2050 ou autre, je pense qu'ils écouteront avec beaucoup d'attention et de réel plaisir de vous avoir entendu parler de cette vision humaniste d'un développement qui soit à la fois durable et respectueux des ressources naturelles dans une logique de justice climatique. En tous les cas, à titre personnel, je vous remercie beaucoup pour cette interview.